Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre ponctualité. Avec Olivier, on est ravis de vous accueillir pour cette annonce des solutions certifiées à la première vague de e-Retail Data Trust. Donc, on a un beau programme devant nous. On va d'abord écouter Frédéric Lévy de Publicis Commerce qui va nous parler des tendances dans le retail média. Ensuite, Olivier Dauphren rappellera le process de certification. Ensuite, on aura le plaisir d'annoncer les solutions certifiées et de leur donner la parole. Enfin, Didier Beauclerc de l'Union des marques prendra également la parole et on conclura avec les prochaines étapes et le calendrier. Donc, je vais tout de suite appeler Frédéric qui va venir faire sa keynote. Bonjour à tous, merci au CESP de m'avoir invité à cette session. On est ravis de ces annonces qui vont arriver. Finalement, c'est l'illustration d'une certaine manière, encore une nouvelle illustration de la structuration du marché du retail média. J'en dis pas plus parce qu'il y a des annonces qui vont arriver. Nous, Publicis Commerce, on fait partie du groupe Publicis. On accompagne nos clients annonceurs dans le cadrage et le déploiement de leur stratégie e-retail et e-retail média. Encore une fois, merci au CESP de m'avoir invité. On va essayer de prendre un petit quart d'heure pour vous balayer quelques tendances, on va dire, du e-retail média. Deux petits points, soyez pas surpris pour les aficionados du e-retail média et de Publicis Commerce. C'est une présentation que j'ai faite il y a quelques mois maintenant. J'espère qu'elle sera toujours aussi intéressante. Et deuxième point, si vous me permettez, on est dans un contexte, on va dire, de communication institutionnelle, on va dire particulier. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, en toute gentillesse, de ne pas reprendre de verbatim de ma part, ni d'exploiter la documentation qui va être présentée, voilà, en respect vis-à-vis de mon groupe. Merci par avance. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Le marché du retail média en 2024, petit retour en arrière, et puis, bien entendu, surtout les enjeux 2025. Bien entendu, le marché du retail média est on va dire, la typologie d'investissement média le plus en croissance, avec une croissance de plus 18% sur S1 2024 versus S1 2023. Le chiffre en fait, qui marque, c'est désormais 12% des dépenses de la publicité digitale et on a atteint aujourd'hui en France plus de 1 milliard de spending d'investissement en e-retail média. Un point à prendre en compte, c'est finalement, le e-retail média inclut. Finalement, la définition du e-retail média est assez large, voire parfois un petit peu floue, mais pour schématiser, il y a deux grands formats que sont le search et le display. On est sur une croissance forte. Les grands chiffres, plus d'1 milliard d'euros, 12% des investissements digitaux et la plus forte croissance venant du search. Bien entendu, certaines régies américaines participent, jouent un rôle majeur, mais certaines régies, la plupart d'ailleurs des régies françaises, désormais ont investi et ont ouvert et accélèrent sur le search. Ça, c'était la rétrospective 2024. Les principaux enjeux retail média en 2025. Nous, chez Publicis Commerce, et probablement pas que chez Publicis Commerce, mais nous, chez Publicis Commerce, on voit trois grands enjeux. Un enjeu d'omnicanalité, un enjeu de mesure, un enjeu de productivité. Alors, les deux premiers sujets que sont l'omnicanalité et la mesure sont des sujets qui sont très vus par les annonceurs les plus en avance, qui demandent une approche de plus en plus omnicanale, on va dire de plus en plus croissance. La mesure aussi, la productivité, c'est plutôt des sujets d'agence, on va dire des sujets, on va dire back-office qu'on voit moins et pourtant qui sont clés pour des acteurs comme nous, agence. Allez, je rentre dans le vif du sujet, l'omnicanalité. Je vais rentrer tout de suite par un exemple. En fait, on parle de retail média ou de e-retail média. En fait, depuis une dizaine d'années, on parle de retail média, mais on pense surtout à e-retail média. Donc, l'activation, on va dire, sur des sites transactionnels. Il n'empêche que 90%, grosso modo en fonction des verticales, mais 90% pour les FMCG, 90% de business se fait en offline. Donc, et finalement, l'audience, le trafic qui se fait en magasin est bien entendu incommensurable et bien plus important qu'en ligne. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'acteurs retailers, que sont Walmart par exemple, ou des acteurs autour du retail comme eBay,
commencent à investir massivement dans des solutions qu'on va dire retail média avancées. Bien entendu, le DOH connaît une croissance assez forte dans cet environnement OH, mais on a des solutions avancées de type vidéo recognition, respectueux de la RGPD, qui vont permettre d'identifier finalement les typologies de cibles, qui vont permettre aussi d'identifier les trafics et qui vont pouvoir finalement corréler trafic, typologie de trafic en fonction de segments et usage, voire achat. Donc, on retrouve avec des solutions comme celles que sont en train de déployer Walmart au Mexique, Unibail, et il me semble Kroger, mais je dis peut-être une bêtise, des solutions de vidéo recognition qui permettent, à l'instar du e-retail media, d'arriver à des KPI, voire des calculs de ROS comparables au e-retail media. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, si on fait un comparatif, je vais me permettre de comparer des choux et des carottes. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, ne reprenez pas ces chiffres. Mais on a un business e-retail media en termes d'investissement publicitaire d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Le business de OH est bien moindre. Et pourtant, lorsqu'on compare le business total, hein, pas les investissements, mais le business total, on est sur un rapport pratiquement inverse. Donc, in fine, le pari que l'on fait, nous, chez Publicis Commerce, c'est que bien entendu, l'e-retail media va continuer à croître avec l'off-site, avec les data clean room, etc. Mais le DOH et des solutions associées au DOH, on va dire de mesure notamment, vont énormément se développer, c'est certain, de par la part de business offline que l'offline représente. Alors, donc du coup, in fine, le job, d'une certaine manière, des agences et des régies, c'est d'accompagner les annonceurs sur, on va dire, une approche 360 et online et offline, et on-site et off-site, donc avec des solutions que la plupart d'entre nous connaissons. Je pense notamment au search, au display, mais avec des solutions aussi un petit peu plus avancées, comme le couponing personnalisé, voire des solutions encore plus avancées, comme la TV segmentée. Et c'est à travers ces approches qui cumulent parfois, qui mutualisent l'offline et l'online, donc logique de repos par exemple, qu'on va pouvoir, on l'espère, offrir à nos clients annonceurs toute la transparence et la mesure dont ils ont besoin et qu'ils nous demandent. Donc voilà, premier gros enjeu, l'omnicanalité. Mais finalement, il va y avoir aussi des enjeux d'organisation. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, et côté client, et côté annonceur, et côté agence, et côté budgétaire, il peut y avoir encore beaucoup de silos en termes organisationnels, encore une fois en termes budgétaires. Moi, je suis shopper marketing, je m'occupe des activations offline. Moi, je suis monsieur ou madame e-commerce ou monsieur ou madame digital marketing, je vais m'occuper uniquement des activations on-site. Et donc, j'ai un budget on-site. C'est bien l'enjeu, les problématiques que l'on voit sur le développement de l'off-site, qui est est-ce que c'est plutôt des acteurs, des entités e-commerce qui doivent s'en occuper, ou est-ce que ce sont plutôt des entités marketing, voire shopper marketing qui doivent s'en occuper? Bref, à travers cet enjeu d'omnicanalité, on doit casser les silos organisationnels et les silos budgétaires. Et nous, bien entendu, chez Publicis et Publicis Commerce, on est là pour finalement répondre à ces enjeux. Voilà, j'en ai fini pour le premier sujet de l'omnicanalité. La deuxième grande tendance ou la deuxième grande problématique, c'est la mesure. Et pour complexifier la chose, je vais diviser cette deuxième tendance en deux, sujet d'harmonisation et sujet de mesure full funnel. Alors, l'harmonisation, on est dans le cœur du sujet aujourd'hui avec le CESP. Voilà, tarte à la crème, grâce à l'e-retail media, grâce au digital au sens large, on a à disposition un nombre de KPI incalculable. Le reach, l'impression, le taux de clic, les ajouts au panier, les ventes, les évolutions du CA, etc., etc. Et puis, grâce avec des croisements working media, non-working media, ROS, AROS, etc. Mais finalement, en fait, ça se complexifie parce que derrière la notion de new to brand, par exemple, derrière la notion d'attribution de la vente aux médias, finalement, chaque annonceur, je caricature, j'extrémise, chaque annonceur, chaque régie, chaque agence peuvent avoir leur propre définition. Est-ce qu'on prend en compte dans le chiffre d'affaires, est-ce qu'on prend en compte uniquement le chiffre d'affaires associé au SKU qui a été mis dans la campagne, l'ensemble des SKU de la même marque, de la même catégorie, bref. Et in fine, en fonction des définitions que l'on met derrière ces grands noms, on peut avoir des résultats très différents. À titre d'exemple,
sur le sujet de la fenêtre d'attribution. Donc, la fenêtre d'attribution, c'est quoi? C'est, on va dire, la période ou les conditions temporelles, souvent liées les conditions qui définissent l'attribution d'une vente aux médias. Donc, concrètement, si j'attribue, si un consommateur a vu ou cliqué sur une campagne e-retail média au 7e jour, pardon, si un consommateur a acheté, pardon, je vais y arriver, un produit 4 jours après avoir vu une campagne retail média associée à ce produit, est-ce que j'attribue cette vente aux médias? Ben, finalement, il n'y a pas de règle d'or. Nous, même chez Publicis Commerce, on dit ben, finalement, on fait des recommandations et les recommandations peuvent être différentes en fonction des verticales. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en fonction des règles que l'on applique, ben, finalement, les résultats peuvent être très différents en termes de ROS. À titre d'exemple, si on prend le display, on a pris un exemple très concret sur un de nos clients. Ben, si sur le post-clic en display, en fonction de la fenêtre d'attribution de 0 à 30 jours, on regarde la partie de gauche, eh ben, je vais avoir un ROS qui passe d'un indice 100 à 127. Donc concrètement, plus je suis généreux sur ma période d'attribution, plus mon ROS, virtuellement, d'une certaine manière, grandit. C'est encore pire, entre guillemets, sur le post-view, à droite. Ben, finalement, si je considère que ma vente est attribuable jusqu'à 30 jours après avoir vu, je peux faire croître mon ROS de 60% par rapport à 0 jours. Voilà, je pense que c'est complexe. J'espère que au moins la moitié d'entre vous m'avez suivi. Désolé pour les tentatives de réexplication. Le message principal, c'est en fonction de la définition qu'on associe au KPI ou à la méthodologie de calcul qu'on applique, les résultats peuvent être assez différents. D'où l'importance de se mettre d'accord avec nos clients annonceurs sur des méthodologies de calcul, d'où l'importance côté régie de nous apporter la transparence et même de nous apporter ce qu'on appelle la configurabilité, la capacité d'attribuer la fenêtre d'attribution que notre annonceur souhaite. Idem pour l'effet de halo, idem pour la notion de chiffre d'affaires, idem pour la notion de new to brand. Et donc, ça représente des enjeux technologiques, des enjeux de change management chez nos agences, mais aussi côté régie. Voilà, toujours sur la notion de mesure. Alors, on a parlé d'harmonisation, bien entendu, avec le CESP, on va y revenir. Il y a un sujet sur lequel, je pense que chez Publicis Commerce, on n'est pas mauvais, c'est un euphémisme, c'est la mesure full funnel. Grâce à, on va dire, à l'usage de Data Clean Room qui se développe avec des acteurs français, des acteurs américains, on va pouvoir avoir sur on va dire, une campagne plurilevier, là vous en doutez, on a pris l'exemple d'Amazon, on va pouvoir voir d'un côté la combinaison, l'effet de combinaison entre différents leviers que sont Twitch, Search, la DSP, et notamment voir finalement l'overlap, ce qu'on appelle l'overlap entre 2 médias Twitch DSP, voire 3 médias Twitch DSP Search, et par exemple pour les audiences qui ont été touchées par Twitch, la DSP et le Search, voir l'impact en termes de CTR, voire en termes de vente d'une exposition monoformat, double format, multiformat. On arrive souvent à la conclusion que si on regarde uniquement Twitch, uniquement Prime, donc uniquement des médias plutôt haut de funnel, finalement, l'impact en termes de ROS va être un petit peu limité. Si on regarde le search, on va se dire un ROS extraordinaire. Mais en revanche, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir quand il y a une exposition voire multiformat, mais en fait, cette exposition, ce croisement, cet overlap multilevier vient engendrer une démultiplication sur les KPI de performance que sont le CTR, le CR et le ROS. Donc, ça vient redonner finalement, d'une certaine manière, le juste poids à chacun des médias. Voilà, donc il y a un enjeu de mesure full funnel que l'on est en train de travailler et que je pense beaucoup de régies et d'agences travaillent aussi. Le dernier enjeu, c'est la dernière grande tendance, qui est une tendance plutôt back-office, mais que je pense vous, annonceurs et bien entendu régie, devez prendre en compte. C'est l'enjeu de la productivité, l'enjeu du scale. En fait, si on prend de recul, il y a de plus en plus d'annonceurs qui investissent, il y a de plus en plus d'annonceurs qui qui se professionnalisent,
qui sont exigeants, qui demandent de plus en plus de KPI, de dashboards, de suivi, qui exigent de fine-tuner les fenêtres d'attribution, qui investissent de plus en plus. On a vu la croissance du retail média. Et donc, il y a un enjeu et côté régie et côté agence de scale, de productivité, par la démultiplication des offres, par la sophistication des solutions et par la croissance des spending et de la concurrence, comme je l'ai dit. Donc, face à cet enjeu de scale, j'appellerais sa productivité, on voit 3, et je dirais peut-être même 4 typologies d'acteurs. Alors, il y en a une première que je n'ai pas mise ici, qui pour moi est évidente, mais je vais la redire. En fait, le e-retail media, étonnamment, en fait, il a été pendant très longtemps managed, donc en mode je sollicite les régies, j'échange des documents Excel, je envoie mon brief campagne, bref, des échanges humains. Les choses évoluent. Alors, il y a des plus et des moins. Hein. Le plus, c'est qu'on échange entre humains. Le moins, c'est que il y a un petit peu moins d'agilité. Il y a un petit peu moins finalement de contrôle d'une certaine manière par l'annonceur et par l'agence. Voilà, les régies, notamment régies françaises, depuis 2024, ont investi énormément et mettent à disposition désormais, au moins pour partie de l'inventaire, des solutions qu'on appelle self et qui permettent aux annonceurs et aux agences d'avoir plus les mains, entre guillemets, d'avoir le contrôle, de bider, d'investir elles-mêmes, de suivre elles-mêmes, de fine-tuner, de modérer, de contrôler, de corriger leur campagne au fur et à mesure et en temps réel versus en mode manage comme à l'ancienne, entre guillemets, où ça impliquait des échanges humains et donc un petit peu moins d'agilité. Donc, il y a un premier, on va dire, il y a une première typologie d'acteurs qui est évidente que sont les régies avec cette approche de self, ou que j'appellerais plateformisation. La deuxième typologie d'acteurs, c'est finalement la première colonne que vous voyez à gauche, c'est des acteurs du programmatique. Voilà, les DV360, les trade desk qui sont des acteurs qu'on ne voyait pas il y a 2 ans encore sur cet univers du retail média. Désormais, il faut compter sur ces acteurs, sur l'off-site, donc l'activation de segments d'audience sur l'open web, voire pour d'autres sur du social. À travers ces acteurs, DV360, à travers l'off-site, on retrouve des acteurs qui sont prédominants dans le digital. Je fais le pari qu'à court ou moyen terme, ces acteurs, DV360, Trade Desk et autres DSP, pourraient avoir un rôle aussi sur le bidding on-site, ce qui représentera une forme de révolution potentiellement dans la gestion au quotidien du e-retail média. La deuxième typologie d'acteurs, c'est ce qu'on appelle les méta-DSP ou auto-bidders. Alors en France, on les connaît moyennement encore, les PackView, les Sky, on les connaît surtout pour, on va dire, la mise en œuvre et le suivi de campagnes sur Amazon, mais ça va arriver, il y a un certain nombre de régies ou d'adtech commencent à signer des partenariats avec ces acteurs qui permettent de fluidifier, d'automatiser et donc d'accélérer le bidding, les investissements et donc d'améliorer la productivité. Et la troisième typologie d'acteurs, qui sont plus des acteurs nationaux, que sont Mimby et Datagram, qui vont, à travers tous ces reportings, à travers potentiellement des modalités de mesure différentes en fonction des régies, vont pouvoir industrialiser la gestion de ces reports, les agréger cross-régie, les restituer sur des dashboards intéressants et voire même faire des projections en fonction des projections différentes, en fonction, par exemple, des fenêtres d'attribution, de la prise en compte de l'effet de halo. Donc, in fine, pour résumer, 4 évolutions et pas que 3. La plateformisation des régies, l'arrivée des acteurs du programmatique, le développement, le développement des acteurs type PackView et Sky, et enfin des acteurs de l'analytics que sont Mimby ou Datagram. J'en ai presque fini pour cette présentation. Je suis presque pas trop en retard. Promis, j'ai fini, Olivier. Donc, les takeaways, 3 grandes tendances. Donc, il y en a une première qui est que l'e-retail media est le canal digital avec la plus forte croissance. Encore une fois, 12% des investissements digitaux passent par l'e-retail media. Aux États-Unis, je crois que c'est près de 20%. En Chine, c'est 45%. Donc voilà, on a déjà ces 2 pays qui nous donnent la tendance. On voit que c'est une tendance plutôt positive. Voilà. Maintenant, sur des aspects qualitatifs ou organisationnels, il y a un premier sujet qui est l'omnicanalité, qui va représenter des enjeux organisationnels et budgétaires. Le deuxième grand enjeu, c'est la notion de la mesure, avec
un sous-enjeu qui est l'harmonisation des KPI, on va revenir juste après, et l'exploitation des data clean room pour une approche et une mesure full funnel. Et enfin, un troisième enjeu de productivité ou d'industrialisation, d'automatisation, notion de scale, avec la plateformisation de nos partenaires régie et AdTech, l'arrivée d'acteurs du programmatique, des solutions d'automatisation et enfin des solutions d'automatisation, cette fois-ci du tracking et du reporting. J'en ai fini. Encore une fois, merci au CESP à qui je laisse la parole. Merci. Merci beaucoup de cet éclairage. Vous avez des questions, je propose qu'on les groupe à la fin. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va vous faire un bref rappel du process de certification pour savoir qu'on a mis en place ces contrôles. Je propose à Benjamin et Anne qui vont travailler avec moi sur ces contrôles de me rejoindre. Donc c'est avant tout une initiative interprofessionnelle puisque elle est venue à l'origine de l'Union des marques qui nous a demandé, face à l'essor de ce nouveau média, de normaliser les bilans de campagne. L'UDECAM les a vite rejoints et on a pu s'appuyer sur 2 référentiels publiés en avril de l'année dernière par l'Alliance Digitale et par l'ILEC. Donc c'est une démarche véritablement collective qui nous a permis de construire cette certification. 3 piliers, la transparence et l'alignement des KPI de fin de campagne. Donc, c'est la présence de 8 KPI, on va le voir systématiquement dans les bilans de campagne des solutions certifiées, et des KPI qui sont harmonisés, puisqu'on doit les retrouver calculés de la même façon avec une formule qui est disponible dans le référentiel de cette certification. La validation du ciblage et enfin, plus la partie de Anne, qui est statisticienne au sein de notre équipe, la validation de la mesure du LIROAS à travers les A/B tests, qui est de plus en plus un indicateur clé des campagnes e-retail et qui demande une rigueur scientifique qu'on a évaluée avec notre comité scientifique. Cette certification, elle couvre aussi bien les campagnes on-site, extension d'audience, et elle s'adresse également à tous les formats qui peuvent être proposés par les régies publicitaires. Donc 8 KPI, les voilà, donc en fonction de la vente de la campagne, qu'elle soit au coût pour 1000 ou au coût pour clic, dans le bilan de campagne, donc la présence très claire de l'indicateur, le taux d'ajout panier, qui est un indicateur un peu nouveau, que les régies n'avaient pas forcément intégré dans leur bilan de campagne. Donc on va le voir, ça met un petit peu plus de temps à se mettre en place, mais c'est une demande assez forte des annonceurs, donc elles y répondent positivement. Le retour en ad spend, ROAS, le fameux ROAS dont on a parlé, les nouveaux acheteurs, si la campagne a un objectif de recrutement, la diffusion des campagnes on-site, donc de valider la présence, et la fenêtre d'attribution, comme l'a montré Frédéric, c'est une information qui est importante dans le calcul des performances et qui donc doit être très clairement énoncée dans les bilans de campagne. Et enfin, l'impact de la campagne, là aussi un impact fort en fonction des produits qui sont pris en compte. Donc la volonté du référentiel, c'est de prendre en compte que les produits promus et avec un effet de halo qui doit être clairement défini dans les rapports. Alors, une légère précision sur un des critères, la diffusion des campagnes on-site. On avait validé lors du pilote la possibilité des campagnes, des régies, pardon, de diffuser le lieu de diffusion de la campagne de façon très précise à lieu des URL. Avec les échanges qu'on a pu avoir avec le marché, il y a beaucoup de campagnes qui sont commercialisées en fonction des performances et donc l'aspect média de la campagne, le choix des emplacements, le choix des mots-clés n'est pas prioritaire. Donc on a précisé dans ce critère le fait que cette identification des lieux, des emplacements de la campagne et des mots-clés n'est bien sûr demandée que si elle est stipulée dans le bon de commande. Donc simplement une précision sur notre critère de certification. Alors, 2 types de critères qui sont validés. Tout d'abord, les critères OR et OROAS, qui sont des validations des indicateurs des bilans. Ils doivent donc être présents dans les bilans de campagne pour être certifiés et avec le même mode de calcul qui est défini dans le référentiel. C'est le travail de Benjamin, donc qui, à l'aide de l'intégralité des campagnes qui ont eu lieu au cours des 3 derniers mois, a sélectionné au minimum 10 campagnes pour valider la présence de ces KPI et leur mode de calcul. Et ça, c'est un contrôle qui va être trimestriel tout au long de l'année, puisque la validation de ces critères est en continu. Le deuxième critère, c'est plus la partie de Anne, comme on a dit, sur l'IROAS. Donc là, on sélectionne des campagnes au cours des 12 derniers mois, parce que quelquefois, ces indicateurs sont moins présents dans les bilans de campagne. La certification est fondée sur 5 campagnes sélectionnées
aléatoirement par le CSP au sein des campagnes réalisées au cours des 12 derniers mois qui comprennent cette IROAS. Et donc, cette validation au sein des bilans de campagne peut se faire en une vague, s'il y a 5 campagnes au cours des 12 derniers mois qui sont disponibles, ou sur plusieurs vagues, si ce n'est pas le cas. Mais une fois qu'il y a 5 campagnes qui ont été validées, les contrôles s'arrêtent jusqu'à l'année suivante, puisqu'on part du principe que la mise en place de l'IROAS et de la BTS va être le même. Bien sûr, si la régie modifie ses critères, elle doit nous contacter pour qu'on réeffectue ces contrôles et c'est validé par une déclaration sur l'honneur. Donc, on accrédite le mode de calcul à l'aide de 5 campagnes sélectionnées aléatoirement. Donc, voilà comment ça fonctionne. Tout le détail est accessible sur notre site dans la partie e-Retail Data Trust avec un accès direct à chacun des critères du référentiel. Je propose maintenant qu'on passe au moment le plus attendu, c'est-à-dire les solutions certifiées. Donc, la première solution certifiée est Infinity. Donc, je vais appeler Marina Gaultier, Head of Insight and Measurement de cette entité, ainsi que Paco et Pierre, à nous rejoindre pour nous présenter le bénéfice de cette certification. Eh ben, merci beaucoup. Déjà, on est évidemment ravis d'être là. Pour ceux qui connaissent Infinity Advertising, donc on est la régie des groupes Intermarché et Casino. Et depuis nos débuts, il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans, la mesure, elle est vraiment, vraiment au cœur du réacteur chez nous. Donc, on est ravis d'avoir pu participer à cette certification et évidemment de l'avoir obtenue. Pour nous, c'est vraiment un pas de plus vers la transparence et vers l'expertise, qui sont des valeurs qui nous sont très, très profondes. Vous voyez, on n'a pas hésité une seconde à se porter volontaire pour cette première certification, déjà parce qu'on a la profonde conviction que la structuration du marché, c'est dans le développement logique de notre industrie. C'est quelque chose qui est parfaitement logique, donc on a évidemment voulu en être. Puis la deuxième conviction, c'est qu'on était intimement convaincus de la qualité de notre travail. Donc on est content que ce ne soit pas qu'une conviction personnelle et que ce soit partagé par le CESP. Donc merci à eux pour l'accompagnement et puis pour cette belle reconnaissance du travail. Et puis on a évidemment un mot et un grand bravo à toutes les équipes d'Infinity qui travaillent chaque jour pour que tout ça soit possible, qu'il y ait toujours un travail de qualité et qu'on continue de s'améliorer petit à petit. Donc merci et bravo à tous. Voilà. Alors, la seconde solution certifiée, c'est Retail-Link. Donc, Grégory ne pourra pas être là parce qu'il est à un séminaire à l'étranger. Donc, ils obtiennent également la certification hors de IROAS, puisque cette régie, à date, ne propose pas de IROAS aux annonceurs. Grégory a eu la gentillesse de partager une vidéo, comme il ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui voulait vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Je suis actuellement à un colloque en Italie, malheureusement pas présent pour ce webinaire, mais je tenais vraiment à intervenir pour vous dire qu'au nom de toute l'équipe Retailing by Fnac Darty, on est très heureux, ravis d'obtenir cette certification et d'être le premier retailer non alimentaire à obtenir ce label. La donnée des distributeurs est riche, granulaire, elle est déterministe, elle est surtout exclusive en ce qui concerne les transactions, ce qui offre dans l'histoire du marketing une capacité inégalée de mesure de l'efficacité des campagnes et du ROI. Aujourd'hui est une étape importante dans le développement du retail média. C'est une première, ce label est une première en France, en Europe, probablement dans le monde. C'est la raison pour laquelle on a répondu favorablement au CESP, à l'Union des marques et à l'UDECAM pour les accompagner sur ce premier jalon dans un objectif de transparence, dans un objectif d'innovation technologique continue sur ce marché qui doit continuer de se structurer pour inscrire sa croissance dans la durée et écrire notre histoire avec nos clients, Fnac Darty, nos marques, toutes les marques et les agences médias. Merci à tous, bonne fin de webinaire et longue vie au Retail Média. Merci Grégory. Comme je vous le disais, il y a un indicateur qui est le taux d'achat au panier, qui nous avait été clairement demandé par les annonceurs et donc qui est intégré au sein de ce référentiel, qui est validé par les régies en termes de faisabilité lors du pilote. En revanche, quelquefois, il ne couvre pas tout le périmètre des campagnes, tous les types de communication. Et donc, le comité du CESP a décidé de
d'attribuer la certification aux acteurs, mais avec un engagement de le développer pour la certification qui sera disponible en juillet 2025. Donc c'est important de l'avoir en tête, mais c'était vraiment une demande, je dirais, nouvelle de la part des annonceurs à laquelle les régies ont vraiment très positivement répondu. Didier Beauclerc ne peut pas être avec nous dans la salle, mais on lui a demandé de dire un mot des annonceurs par rapport à ses premières solutions certifiées. Parole aux annonceurs. Didier, je te laisse prendre la parole. Oui, merci, bonjour à tous, merci Olivier. On est nous annonceurs ravis de ces premières certifications qui, on l'espère, vont être le début d'une longue série. Alors, pudiquement, Olivier, tout à l'heure, a fait référence aux travaux qu'on avait entamés ensemble il y a quelque temps. Alors, quelque temps, c'était il y a 4 ans quand même. Et c'est vrai que on est ravis d'aboutir au bout de 4 ans, même si les débuts sont timides. Je pense que ces 2 certifications sont encourageantes pour la suite. Elles sont encourageantes pour la suite parce que je crois qu'on a tous à gagner, à la fois annonceurs bien sûr, mais régie et retailer de cette transparence et de la clarté qu'offre qu'offre cette certification. Je crois que c'est un élément décisif de la confiance, la transparence. Aujourd'hui, on a été jusqu'à présent dans un média qui a été porté non seulement par sa qualité, par la richesse de ce qu'il offrait et des possibilités qu'il ouvrait. Je dirais que passer ce temps de la jeunesse, le temps de la maturité, même si la maturité va continuer à s'acquérir, c'est aussi celui justement où on se pose tous ensemble, où on définit les termes. Quand on parle d'une chose, on se met tous d'accord pour se dire ce qu'elle recouvre. Et c'est en grande partie le travail qui a été fait par le CESP avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, nous, on est ravis que tout le monde ait pu être associé autour de cette dynamique-là. On va avoir, je crois, dans les jours qui viennent, dans une semaine, les chiffres du SRI. On est sur une dynamique du côté du retail média qui, je pense, ne sera pas démentie. Je crois que pour qu'elle puisse continuer à vivre et puis à faire en sorte que tout le monde trouve son intérêt à utiliser ces différentes solutions au mieux, de pouvoir disposer d'outils réellement performants. L'optimisation, elle est clé pour les annonceurs, elle est clé pour nos agences. Comme l'a dit Grégory il y a quelques minutes, je pense que c'est une étape importante qui est marquée aujourd'hui dans le développement du retail média et en tout cas à l'Union des marques et avec nos adhérents, encore une fois, on espère que ce n'est que le tout démarrage d'une nouvelle dynamique de confiance et de transparence dans cet univers riche et dont on attend tous beaucoup. Merci beaucoup Didier. Et tu as raison, c'est vrai que ça a été une des certifications qui a été la plus longue à mettre en place. Mais étape par étape, le marché s'est structuré, on a obtenu des référentiels et c'est ce qui a permis en effet de la construire. J'espère aussi que d'autres régies vont nous rejoindre, en effet, puisque c'est une première étape. Et on remercie ces 2 premières régies d'avoir soutenu cette démarche. Donc les prochaines étapes, comme je vous l'ai dit, c'est une certification qui est en continu. Donc tous les 3 mois, on recontrôle une sélection de campagne pour être bien sûr qu'elle soit conforme en termes de bilan de campagne. Donc c'est une souscription annuelle des régies avec des publications des résultats trimestriels, une confidentialité totale sur le nom des régies en cours de certification. Ça, c'est important pour avoir une communication positive, une démarche positive de ce nouvel indicateur. Le budget annuel donc, est de 30 200 € pour 4 certifications. Et donc les prochaines dates à retenir, c'est jusqu'au 28 février la possibilité de candidater à la vague 2. Donc on incite toutes les régies qui le souhaitent à nous contacter. Et puis on va relancer les contrôles. Et donc la publication de la seconde vague aura lieu le 22 mai. Avez-vous des questions pour l'un ou l'autre des intervenants? La parole est à vous.
Bon, eh bien, on vous remercie. On vous souhaite une bonne soirée et avec les intervenants qu'on puisse se déplacer, on va prendre une coupe de champagne pour fêter cette certification. Ah, une régie doit être payée pour se faire certifier. Oui, totalement, puisque ça demande du travail pour toute l'équipe qui va contrôler, l'implication du comité scientifique, et donc c'est à la régie de participer à ce financement. C'est le cas de toutes nos certifications et c'est le cas de toutes les certifications dans les pays qu'on connaît. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Lancelot? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bien, merci à tous et puis bien, rendez-vous le 22 mai pour la suite. Bonne soirée. Au revoir.